Nous sommes ici au fort de Vanves, au sud de Paris, sur le plateau. Nous sommes à 3,6 km de l'enceinte que l'on appelle habituellement l'enceinte de Thiers, des années 1840. Ce qui est important, c'est qu'il y a 3 éléments à retenir d'emblée. C'est pourquoi une fortification autour de Paris, pourquoi dans cette zone, et en fin de compte, le devenir de cet ensemble. Alors, il ne faut jamais oublier que tout est parti de Louis XIV qui a fait raser après la Fronde les remparts de Paris, et Paris s'est retrouvé jusqu'au milieu du XIXe siècle sans défense effective. Et ceci s'est parfaitement été illustré par les défaites de 1814 et de 1815. Ensuite, pendant le XIXe siècle, première partie, de la suite du traité de Vienne, il a été interdit aux Français de construire des fortifications. Il faut attendre le règne de Louis-Philippe pour que Louis-Philippe envisage un certain nombre de mises à niveau pour réaliser une défense objective du royaume. Ceci a été accéléré parce qu'il y a eu des tensions entre la France et l'Angleterre, et donc du même coup, les généraux ont sorti leur carnet depuis 1815 et Louis-Philippe a donné le feu vert. Ce qui fait que l'on a eu un débat entre une enceinte continue et une série de forts détachés. La modernité étant les forts détachés vu les progrès de l'artillerie. Mais les gens aimaient bien avoir quelque chose de fermé. Donc on a fait une solution bien française, c'est-à-dire qu'on a mixé les deux. Ce qui fait qu'on a des forts, environ donc une quinzaine de forts autour de Paris, qui sont à une distance très courte, 3,5 km, 4 km, tout simplement à cause de la portée des tirs en 1830. Malheureusement, dès la construction de ces forts, on est passé aux tubes rayés et on est passé aux nouvelles culasses mobiles à l'arrière. Ce qui fait que les canons qui étaient prévus pour ces forts étaient de toute façon dépassés. Par contre, l'armée allemande s'est retrouvée avec des canons qui avaient quelques possibilités supplémentaires des canons français, c'était surtout dans la vitesse de tir. Bref, la solution, c'est que ces forts étaient purement, simplement dissuasifs. C'est un des 15 forts qui sont là pour tirer au maximum de la portée des canons. Ils se flanquent réciproquement entre ceux qui donnent depuis la Seine avec ici les Moulineaux à ceux qui donnent du côté de la Marne avec Charenton. C'est la limite de tir de chacun des forts qui se couvrent. Nous sommes sur un plateau qui est nouvellement fortifié car les attaques de 1814 et 1815 sont uniquement sur l'est venant de la Marne, puisque les Alliés sont réunis à Chaumont, puis ensuite ont remonté la Marne vers Paris. Ici, c'est pour protéger le sud, pour empêcher un coup de faux, dans la mesure où l'ensemble du dispositif logistique se trouve dans la forêt de Vincennes, et que par la suite, après la guerre de 70, tout sera fondé sur le plateau de Satory. Donc ici, Vanves, nous sommes une rotule entre les deux systèmes. Alors, il y a eu des débats parce que le fort, là, résulte d'une commission qui s'est réunie dans les années 1840. Dès les années 1834, avec le général Simon Bernard, on avait fait des recherches. Ce qui est intéressant, c'est toujours la méthode, c'est qu'on propose, et un différent capitaine du génie propose des emplacements, et ensuite il y a un arbitrage au niveau du comité du génie qui siège rue de Bellechasse. Et on décide, en fin de compte, quelle est la position meilleure, compte tenu des portées des canons des deux forts de chaque côté. Donc ici, c'est le capitaine Simon qui a commencé, sous le général Simon Bernard. Alors je rappelle que Simon Bernard est un inconnu en France, mais pourtant c'est un homme fondamental, parce qu'il a été exfiltré par Lafayette en 1815, étant donné qu'il avait servi Napoléon, et il va devenir de 1815 à 1830 le chief adjoint des ingénieurs aux États-Unis. C'est lui qui va construire tous les forts sur la côte Est, ceux qui seront au cœur des batailles de la guerre de sécession. Il va revenir, il va concevoir un système de fortification qui est à moitié en terre, à moitié en maçonnerie, donc qui coûtait moins cher, qui pouvait être mobile, modifié, mais ça choquait un certain nombre d'autres généraux qui étaient habitués uniquement à la maçonnerie, comme Axo, et malheureusement Simon Bernard est mort avant 1840, Axo est mort aussi, il n'est resté que Dot de la Brunerie, qui n'avait pas toute l'expérience des guerres de l'Empire et qui n'avait pas été formé par l'école de Metz, ni avant celle de Mézières.
Ce qui fait que l'on a ici, je dirais, un fort qui est de l'ordre du dessin d'élèves sur la planchette. Il est plus théorique que véritablement opérationnel. Et ça, c'est une très grande rupture à Paris, alors que les forts de Lyon, qui sont construits à partir de 1831, adoptent une position militaire pour tirer et une position civile dans des casernements plus bas et en arrière, donc protégés, pour la subsistance. Il faudra attendre les ouvrages Maginot avec la zone de combat et la zone usine, armement et, disons, logement, pour que l'on ait cette séparation. Les forts qui vont être construits à partir de 1840, ce sont des forts par des officiers qui n'ont pas connu les guerres de l'Empire et qui vont devenir des dessins beaucoup plus proches des systèmes de Vauban. On va régresser de ce côté-là, alors que les canons augmentent leur puissance et leur tension. Les canons ont une portée meilleure et que d'autre part, il fallait avoir l'idée de ne pas faire bombarder Paris, donc il faut toujours, ceci depuis Vauban, se placer là où l'ennemi pourrait placer ses canons pour bombarder la ville. Donc il y a toujours une notion de projection. Et ici, on est donc à la projection maximum en 1840, donc 3 km, 6 à 4 km. Pour les forts qui vont tirer sur Paris en 1871, les Prussiens vont construire des batteries à 8 km, 10 km. Ce sont ces emplacements que choisira Serré de Rivière pour construire la deuxième ceinture des forts à partir de 1874. À l'époque, en 1840, la portée était limite. Donc Paris n'était pas bombardé. C'est en 1870, les canons ayant une portée double. Donc là, à ce moment-là, le fort peut être complètement bombardé et même on peut essayer de toucher l'enceinte de Paris. Mais c'est normal aussi qu'il y ait des forts et une enceinte dans la conception de l'époque. C'est toujours la notion du réduit, c'est qu'il y a une première ligne de résistance pour arrêter l'ennemi et une deuxième ligne si jamais l'ennemi force la ligne de résistance pour pouvoir avoir une deuxième solution. Ce fort, en fin de compte, est déjà pensé par des ingénieurs au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Bretagne. Pour la défense de Saint-Malo, on construit le fort de Châteauneuf au sud de Saint-Malo, à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo. C'est toujours un coude sur la nationale. Ces forts sont des forts d'arrêt, sont des forts de protection pour que ainsi les lignes, et là c'est la protection de la péninsule de Saint-Malo, soient absolument effectives. C'est ce genre de forts à Châteauneuf qui donneront les casemates que nous apercevons et qui seront ensuite même sur les courtines même dans cet ensemble avec une cour centrale qui n'est pas là pour faire du vide, elle est prévue pour, au contraire, sous tente, recevoir un bataillon supplémentaire au niveau de la garnison. Le seul problème, c'est que les canons ont donc eu des portées supérieures et cette cour qui devait être protégée par les casernements et par l'ensemble de l'enceinte des forts se retrouve être un nid à bombes. Un fort détaché doit pouvoir avoir une autonomie complète de résistance au moins pendant 3 mois. Tout est calculé pour les 90 jours. À ce moment-là, soit une équipe vient le secourir, on a une armée qui peut même attaquer ceux qui sont en train de faire le siège du fort. Si au bout de 3 mois, rien n'a été décidé, le fort peut se rendre avec les honneurs de la guerre. Parce qu'à l'époque, nous n'avons pas de frigidaire, donc on n'a que de la conservation de viande par le sel. Les conditions de l'eau, ce sont que des citernes de récupération d'eau. C'est pas toujours facile d'avoir une source sur le terrain. Et puis, d'autre part, on a un peu de vin, mais pour redonner du cœur à l'ouvrage, mais c'est quand même assez limité. Nous sommes actuellement sur une rampe à camion qui monte vers la pointe, le saillant du bastion. Cette rampe permettait ainsi de distribuer les pièces à droite et à gauche sur les plateformes, c'est-à-dire au sommet des courtines. Et pour protéger l'ensemble des pièces,
pour qu'il n'y ait pas des coups de ricochet ou qu'il n'y ait pas de véritable boucherie là-haut, on habillait ces espaces avec des gabions remplis de terre et avec des sacs à sable, et on mettait également ce qu'on appelle des blindes, c'est-à-dire des traverses de chemin de fer. Il faut 3 semaines pour qu'un fort soit totalement opérationnel. À cette époque-là, on le met en défense. Là, vous avez donc la rampe pour monter, elle fait 6% pour que l'on puisse bien monter avec facilité, tant avec les chevaux qu'à bras d'homme. Puis ensuite, on les met sur la plateforme entre les différentes traverses. Mais les traverses ne suffisent pas, on les habille avec des gabions, avec des sacs à sable. Bref, chacun des canons est entouré d'un véritable cocon. Nous sommes actuellement au cœur d'un bastion, un des 4 bastions, c'est celui du sud-ouest. Nous sommes donc dans cette plateforme où on pouvait avoir des canons à longue portée qui tiraient donc par-dessus la courtine, qui était donc aménagée avec des gabions et des sacs à sable. Et c'est là aussi, face à ce côté où l'ennemi pouvait arriver, le côté droit, eh bien, nous avions les sections d'infanterie qui étaient chargées de balayer au fusil le glacis. Alors il ne faut jamais oublier que la grande découverte qui s'est produite avec l'artillerie depuis la fin du XVe siècle et les boulets métalliques, c'est l'application de la géométrie. Nous sommes ici au saillant d'un bastion, c'est-à-dire à l'intersection de 2 directions qui viennent des 2 autres bastions latéraux. Donc tout est recoupé, tout est couvert, c'est le principe du retranchement. Un retranchement, c'est donc des tirs, soit à la mousqueterie, soit au canon, qui de toute façon se recoupent, et c'est donc ça qui forme la défense. Alors, selon les cas, au XVIe siècle, c'était vraiment une défense dans le fossé. À partir de Vauban, on commence à aller au-delà du glacis, et au XIXe siècle, on va même doubler la distance du glacis. Ça, c'est la défense rapprochée. Mais nous avons ici, sur le cœur des bastions, des pièces qui sont prévues pour tirer beaucoup plus loin. À l'époque, en 1870, les pièces peuvent tirer au moins jusqu'à 3, 4, 5 km. Le mot casemate vient de l'italien casamata, c'est-à-dire maison forte. C'est-à-dire que cette casemate est une construction en maçonnerie, mais qui est recouverte de terre, et généralement de 2 à 5 mètres de terre, pour avaler justement les boulets qui lui sont destinés. Et elle va, par définition, résister. Et dans la casemate, on loge soit des hommes, soit des animaux, des chevaux ou des mulets pour le tirage des canons, et sinon, vous avez de la nourriture et surtout des munitions. Une poterne, c'est une petite porte qui se trouve sur une courtine, donc la partie horizontale et longue d'une fortification, pour pouvoir aller dans le fossé. Alors, dans ces forts des années 1840, elles sont au milieu. Dans les forts précédents, on les mettait dans les angles des bastions pour être, comme on dit, défilées, pour être dérobées. Elles ne devaient pas être vues. Parce que l'intérêt des poternes, c'est de pouvoir faire sortir soit une patrouille pour voir ce qui se passe à l'extérieur, soit plus précisément quand le fort est vraiment attaqué, on peut faire sortir entièrement une section pour une contre-attaque. Le glacis, c'est une zone en pente, en gros à 3%, qui doit théoriquement être vide de toute végétation pour voir au minimum à 500 mètres, mais un peu plus loin encore, l'arrivée de l'ennemi. Ça, c'est la fonction du glacis. Et lui-même, il couvre, tout simplement toujours par des tangentes géométriques, l'ensemble depuis le haut des courtines jusqu'aux 400 mètres. Tout ça est fait avec des piquets remis avec la terre, c'est ce qu'on a retiré des fossés. Alors, la cour aussi grande a une fonction à l'époque 1830, quand on conçoit les forts, c'est pour mettre un bataillon supplémentaire en cas de siège. On établit ainsi des tentes. Sinon, pendant les temps de paix, c'est la place pour faire les exercices en ordre serré. Les
matériaux utilisés pour la construction des forts de Vanves sont des matériaux tout à fait ordinaires. Ils sont en meulière parce que justement la meulière s'effrite sous les boulets et non éclate en éclats qui peuvent blesser les défenseurs comme du calcaire ordinaire. Donc on a derrière nous des murs qui sont en meulière avec même des petits éléments qui sont entre les joints. C'est du tout venant. Il n'y a pas du tout de pierre appareillée, hormis aux angles pour renforcer la construction. Mais le but de la manœuvre, c'est tout simplement parce que c'est la pierre locale que l'on a débitée pour creuser les fossés, que l'on réutilise pour faire les parements. Les forts donc doivent être ravitaillés quand ils sont en système de défense et face à un blocus ennemi. Il faut donc qu'il y ait des liens entre chacun des forts. Pour cela, on a construit une route qui était pour ainsi amener de la nourriture et des munitions. Elle était doublée normalement de tranchées préparées pour relier chacun des forts entre eux. Le fort de Vanves a été utilisé comme prison militaire pendant la fin du règne de Louis-Philippe, pendant le règne de Napoléon III, et il a eu une fonction militaire uniquement pendant le mois où les Prussiens, plus exactement les Bavarois, sont venus l'attaquer. Alors, dans un premier temps, il a arrêté les corps des Bavarois. Dans un deuxième temps, il a été occupé par les Bavarois. Dans un troisième temps, les Bavarois l'ont utilisé comme plateforme pour tirer sur Paris. Puis ensuite, il y a eu des fédérés qui se sont installés après l'armistice. Et ces fédérés, n'est-ce pas, sont partis. Ils ont refusé le combat en passant par-dessous, puisque nous avons de magnifiques carrières souterraines en dessous, et ça a permis de rallier l'enceinte de Paris. C'est un lieu tout à fait intéressant parce que l'on a à la fois le dessin primitif, on a un certain nombre d'éléments qui montrent que l'évolution était faite. Les militaires du génie, pendant très longtemps, n'ont aucun respect esthétique ni historique des bâtiments. Il faut que ça serve, c'est une surface qui doit servir. Ce qui fait qu'il est intéressant de voir ce qui a été conservé par rapport à ce qui avait été construit. Et donc on voit quels sont les choix. Pour moi, c'est une magnifique réflexion sur le patrimoine et sur la manière de le gérer. Et de ce côté-là, effectivement, on peut critiquer les choix qui ont été faits par les services du génie après 1880 ou même après 1945, mais de toute façon, c'est intéressant comme témoignage militaire. Et même dans les bâtiments les plus modernes, on a ainsi toute l'évolution des normes et des formes que le STBFT à Versailles concevait. Pour moi, c'est un fort intéressant. C'est pas le plus beau au niveau de la beauté archéologique d'un fort qui serait en état zéro, c'est-à-dire tel qu'il était en 1840. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on a travaillé sur le secteur. Parce que par l'extérieur, sur les glacis, là où étaient prévues les tranchées, on a installé des casernes de gendarmerie. Ça, c'est tout le travail des années 1930, même chose pour faire travailler les gens et en même temps pour avoir des escadrons mobiles au cas où on a besoin pour la sécurité et le maintien de l'ordre.